Bonsoir à tous, bienvenue en Ile-de-France, bienvenue au Grand Palais pour célébrer les 200 ans d'histoire du Figaro. On a pu commencer cet événement en grande pompe hier soir avec des personnalités présentes ici pour célébrer le Figaro et on va continuer pendant 3 jours dans ce cadre absolument unique et on va parler évidemment de ce qui constitue l'âme du Figaro. Je vais aller retrouver celui qui met en musique cet événement extraordinaire, Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro. Merci beaucoup de vous libérer parce que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé, vous n'arrêtez pas. Hier, on a passé une soirée absolument extraordinaire avec des personnalités qui se sont pressées pour saluer et célébrer le Figaro. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités qui nous ont fait l'amitié de venir hier soir, des présidents de la République, des premiers ministres, des hommes d'affaires, des personnalités des médias. Enfin, on a eu, je pense, à peu près tous les gens qui comptent dans Paris. Donc c'est important. Ça fait plaisir d'avoir. Ce sont des amis. Et puis c'est important parce que ça manifeste l'importance du Figaro. Donc, et notre capacité à rassembler voilà, aussi. Exactement, puisqu'on avait des gens de droite, des gens de gauche. Il y avait vraiment des gens de tous les horizons. Et je crois, j'ai l'impression que les gens étaient contents. Un spectacle de Fabrice Lucchini qui a fait une lecture des grands auteurs du Figaro qui était absolument magnifique. Un spectacle inédit qu'il a créé à dessein. Pour l'occasion, il a, partant d'un ensemble de textes du Figaro, il a composé ce qui est une lecture à partir de textes de Colette, Zola, Baudelaire, Proust et bien d'autres, Houellebecq, des plus récents. L'occasion de se rappeler à quel point les plumes du Figaro excellaient et excellent toujours. J'espère en tout cas, ça c'est lecteur à tout le dire. Aujourd'hui, on a aussi passé une excellente journée avec des visiteurs qui sont nombreux, on les voit encore derrière nous. Très nombreux là depuis ce matin, toute la journée. Les choses sont au point qu'on a dû faire les réservations sur Internet, mais à partir de demain... C'est la rançon de la gloire. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, on est très heureux, qui se pressent dans cette exposition pour regarder, écouter les vidéos, se plonger dans cette atmosphère qui est celle du Figaro depuis 2 siècles, et puis participer, regarder, écouter les tables rondes, les émissions qu'on tourne en direct sur notre scène. On va se décaler un tout petit peu pour apprécier alors voilà aussi Figaro. cette statue que l'on présente, la statue de Figaro. La statue de Figaro qui a orné pendant très longtemps la façade de l'immeuble historique du Figaro, rue de Raux, dans le 9e arrondissement, tout près de l'endroit où est aujourd'hui le Figaro, puisqu'on est rue de Provence à quelques dizaines de mètres du siège historique. C'est à l'époque de Villemessant, qui est pas le fondateur, mais l'homme qui a donné son importance, qui a transformé le Figaro en quotidien. Il avait fait un concours pour orner la façade avec cette statue. Et cette statue, on l'a toujours... Alors c'est Figaro avec sa plume, il aiguise sa plume et il a sa mandoline dans le dos. Et donc c'est Figaro le barbier de Séville. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc cette statue, le Figaro l'a conservée depuis cette époque-là, toujours dans ses locaux. Et aujourd'hui, normalement, sa place est dans les locaux de rue de Provence. Alors pas sur la façade, ça on peut plus, mais dans une cour où on peut la voir. J'ai assisté au déménagement de cette statue, c'était une opération complexe. Il a fallu... Alors, il y a quelques mois, quand on était boulevard Haussmann, il a fallu déjà la transbahuter du boulevard Haussmann à la rue de Provence. Et là, il y a quelques jours, avec des palans, elle est très très lourde. Et donc, on l'a amenée ici, où il a trouvé... Et donc, il permet... c'est Figaro qui accueille les visiteurs dans l'exposition du Figaro. C'est un joli symbole de continuité. Exactement. Vous utilisez beaucoup le terme de liberté. Oui, Figaro, c'est donc le personnage de Beaumarchais. Donc on est quelques années avant la Révolution, 5 ans avant la Révolution, quand Beaumarchais... On va voir le manuscrit tout à l'heure de La folle journée et le mariage de Figaro qui est de Beaumarchais. Donc Beaumarchais publie cette pièce de théâtre, ça lui pose tout un tas de problèmes avec les autorités politiques, qui est un hymne à la liberté en général et à la liberté de la presse en particulier. C'est pour ça qu'en 1826, quand Alloy et Arago créent le Figaro, on est sous Charles X, où la liberté de la presse est très contestée, très en difficulté. Ils vont aller chercher ce personnage d'avant la Révolution pour dire, voyez, nous on est pour la liberté de la presse et pour dire à Charles X et au régime, on ne se laissera pas faire et on est du côté de la liberté. Et c'est grâce à une feuille satirique qui utilise les codes de la culture et de la littérature qu'on arrive justement à s'inscrire dans cette histoire. Exactement. Aussi. Et finalement, cette musique de Figaro qui est l'ère de la liberté, il l'aura
commencé à le jouer en 1826 à la création. Et puis tout au long de l'histoire du Figaro, on va retrouver cette passion pour la liberté. Et c'est ce que va montrer cette exposition. On appelait ça 200 ans de liberté, parce que quand on se promène dans l'exposition, c'est ça que Claire Blandin, qui est l'historienne, qui est le commissaire scientifique de l'exposition avec Guillaume Perrault, Co-commissaire, tout à qui fait. est commissaire, Et rédacteur en chef des pages d'histoire. des pages d'histoire, ont voulu montrer cette importance de la liberté à toutes les époques dans l'histoire du Figaro. On va aller voir ce manuscrit magnifique. Je me permets de commenter un petit peu. Là, on a une sublime rotonde qui peut accueillir nos événements, évidemment. Le photocall qui a servi hier également à photographier, à immortaliser les personnalités qui étaient nombreuses. C'est un moment aussi pour se restaurer, puisqu'on est là pour évidemment accueillir ceux qui viennent nous voir. On attend un peu plus de 50, on attend 60 000 personnes en 3 jours. Donc tous ces gens-là, il faut qu'ils puissent se restaurer. Et donc il y a des endroits où on peut venir acheter de quelque chose pour se refaire ses forces après avoir parcouru l'exposition. On va voir ce manuscrit, je vais vous laisser nous le présenter. Bon, il y a du monde devant, sans surprise. J'ai l'impression qu'il y a on va déranger un petit peu. On va pas les embêter trop. On va laisser notre super caméraman s'approcher du manuscrit pour le donner à voir à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent. Et je vais vous laisser nous raconter ce qu'il symbolise. Ça, c'est le manuscrit original que nous a prêté la BNF. Ça, c'est un très beau cadeau prêt que nous fait la BNF. C'est le manuscrit original du mariage de Figaro, la folle journée ou le mariage de Figaro, la pièce de théâtre de Beaumarchais de 5 ans avant la Révolution, qu'il a donnée. Et donc, pour convaincre la cour qu'il avait le droit de jouer cette pièce, qui était une pièce en faveur des libertés, donc très sulfureuse dans une certaine mesure, il allait faire des lectures. Et donc ça, c'est le document qu'il avait pour faire ses lectures. Et c'est très émouvant. Si on regarde les côtés, on voit la trace de ses mains encore, où il lisait sa pièce avant de pouvoir la jouer, pour obtenir du roi l'autorisation de la jouer. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et elle est là, la page et tout, la pièce, le manuscrit est ouvert à la page de la fameuse citation qui orne la une du Figaro, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Citation qui n'a pas toujours été celle-là d'ailleurs en une du Figaro, il y en a eu d'autres, notamment « Je me presse de rire de tout, de peur d'en pleurer ». Mais cette citation maintenant est depuis très longtemps en une du Figaro. Elle a vocation à rester ? Oh, je pense, maintenant ça y est, mais c'est bien. La liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Et donc la page, si on fait un gros plan sur le manuscrit, on peut lire la phrase sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. C'est très émouvant comme de manuscrit. C'est un manuscrit absolument magnifique et c'est vrai que ça raconte une page de notre histoire. Il y a beaucoup de personnalités qui, à l'occasion des vœux pour les 200 ans du Figaro, ont tenu à dire à quel point cette phrase leur évoquait quelque chose. Je pense à des sportifs, je pense à des cuisiniers, je pense à des chefs d'entreprise. C'est assez génial de se dire ça aussi. C'est vrai que le Figaro s'inscrit dans l'histoire. Il y a donc beaucoup de gens ont grandi avec le Figaro, l'ont vu chez leurs parents quand ils étaient petits, puis eux-mêmes l'a acheté, puis maintenant le lit sur Internet, sur leur tablette, sur leur smartphone, etc. Et donc ça fait partie de la vie des gens. Un grand journal fait partie de la vie des gens. Et donc, vous savez que les hommes politiques m'ont parlé des sudoku et des mots croisés. Et des mots fléchés, tout à fait. Donc en fait, il y a un attachement à un journal. Et c'est ça aussi dont témoigne toute cette foule qu'il y a ici, et les personnalités, mais pas que les gens tous ces lecteurs qui sont là. Il y a un attachement à une marque bicentenaire qui fait partie, qui accompagne la vie des gens dans les événements tristes, dans les événements heureux, qui raconte l'actualité, qui essaie de donner de l'intelligence à l'actualité. Oui, parce que le Figaro a toujours été un observateur aussi de son siècle et a traversé des époques qui ont été complexes en plus, depuis 1826. Bien sûr, il y a eu plein le Figaro est un miroir de l'histoire de France. Donc quand il y a la guerre de 70, il y a la Prussien qui envahissent la France, le Figaro est obligé de s'arrêter. Je pense aussi à la Commune de Paris. La Commune de Paris qui va faire des tas d'histoires au Figaro, même si Hippolyte de Villemessant a fait travailler Jules Vallès, qui était un communard et qui avait dit à ses amis de la commune, mais écoutez, n'embêtez pas le Figaro, ils m'ont laissé écrire. Mais enfin, on a quand même arrêté un peu le Figaro. Et puis il y a eu plein d'autres événements. Il y a eu évidemment l'affaire Dreyfus, on va peut-être le voir quand on y sera, qui est un événement très important dans l'histoire de France
et l'histoire du Figaro, puisque le Figaro va s'engager très vigoureusement dans la défense du capitaine Dreyfus, ce qui à l'époque n'était pas si évident. Et donc, ce qui fait notre fierté. Et qui est absolument un élément de fierté. Les grands articles de Zola ont été publiés dans le Figaro. Oui, parce qu'on parle tout le temps de l'Aurore. On parle tout le temps de l'Aurore parce que le dernier article a été publié dans l'Aurore. Alors c'est vrai que ce fameux J'accuse, c'est vrai que c'est difficile d'oublier ça. Mais là, dans l'exposition, il y a énormément il y a notamment ce qu'on appelle des alcôves dans lesquelles on voit des petites vidéos et on nous raconte l'affaire Dreyfus et on voit tout le rôle et toute la place qu'a eu le Figaro dans l'affaire Dreyfus pour la défense du capitaine Dreyfus. On va se mettre comme ça puisque on va découvrir ces archives, ces unes de presse, ces moments qui nous sont racontés de l'histoire du Figaro et on voit le public qui est nombreux à souhaiter les découvrir. Vous, est-ce qu'il y a un endroit de cette exposition qui vous émeut particulièrement, une séquence? Alors, je pense qu'il y a deux, comment dire, c'est le début et la fin. C'est-à-dire le début, Alois et Arago, Villemessant, là, qui est ce personnage extraordinaire qu'on voit là. C'est ce personnage balsacien, une espèce de sorte de géant qui va tout réinventer dans le Figaro, qui invente tout dans la presse. Il invente les rubriques, il invente le reportage, il invente la réclame, il invente beaucoup. Les petites annonces. C'est vraiment un génie de la presse qui était un type formidable et donc qui a créé ce Figaro. Et qui l'a rendu quotidien. Donc ça, et là, on voit l'immeuble juste après Villemessant. Oui. Si on va montrer tout à fait cet immeuble après Villemessant. Si on monte l'immeuble après Villemessant, on voit sur la façade la fameuse statue liée de Figaro, juste à droite, tout à fait. C'est celle qui est là-bas. Celle qu'on présentait c'est celle qui est là-bas, exactement. Donc ça, c'est tout à fait émouvant. Et puis après, il y a quelque chose qui est très amusant, mais qui est absolument de l'autre côté, qui est dans la période très récente, c'est la présence du Figaro dans la chanson et le cinéma depuis 30 ans. Incontournable, en somme. C'est très amusant. Alors, on voit le Figaro dans plein de films depuis Pierrot le Fou. Non, c'est pas Pierrot le Fou, c'est un film avec Alain Delon. On voit 1000 films, on voit le Figaro, des chansons. Renaud a chanté le Figaro aussi. Alors parfois pour en dire du mal, parfois pour en dire du bien, donc on a mis les deux. Mais on est bons joueurs, vous avez remarqué, on présente il y a Renaud, tout. Il y a les inconnus qui chantent, je dirais pas quoi. Il y a un extrait du Bureau des légendes, on voit le Figaro qui fait des révélations et après toute l'intrigue va partir du Figaro. Enfin, cette petite vidéo est très amusante et très et émouvante aussi parce que un montage qui est signé Sylvain Châtelain. On lui rend hommage parce que c'est un sacré travail de mettre tout ça en œuvre. C'est super. Et on voit Salvador Dali, on voit des extraits aussi de La Biche, parce que y compris avant-guerre, le Figaro existe dans le théâtre et donc on voit l'extrait du fil à la patte, etc. Non, tout ça est très amusant. Donc, le début et la fin, c'est vrai que ce sont des périodes formidables, mais la période de la Deuxième Guerre mondiale qu'on voit là avec Pierre Brisson, qui décide de s'aborder le Figaro à partir de 1942 plutôt que de continuer à le laisser paraître sous le joug allemand et la censure allemande. Donc là on voit les troupes allemandes en France et dans les rues de Paris. Alors à l'époque le Figaro avait été parti était d'abord réfugié à Bordeaux, puis à Clermont-Ferrand, puis à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, à Tours, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, puis à Vichy. À Lyon. Mais il était sous le contrôle des autorités de Vichy jusqu'en 1942. Et là en 1942, Pierre Brisson dit maintenant on arrête, c'est plus possible. Les Allemands sont en train d'envahir la zone libre et on nous demande des choses qu'on ne peut pas accepter. Encore une fois, on se place du bon côté de l'histoire. Et on est du bon côté de l'histoire et donc on arrête le Figaro. Le Figaro arrête de paraître. Brisson fait une adresse au lecteur alors qu'on ne lui laisse pas publier mais qui va se débrouiller quand même pour faire savoir. Le Figaro s'arrête et va reparaître à la Libération de Paris puisque l'équipe du Figaro est allée à Paris dans la clandestinité, a préparé son journal et dès que les troupes alliées et les troupes françaises entrent dans Paris, le Figaro ressort. C'est les pompiers qui vont le distribuer et il a été fait dans la clandestinité. Moi tout ça m'émeut beaucoup et je suis très fière de travailler pour une maison comme celle-ci et je trouve que l'occasion de le redécouvrir et de mieux connaître aussi cette histoire est assez fantastique. Merci de nous l'avoir si bien raconté. On va aller continuer notre déambulation. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et puis 2 très belles journées encore à célébrer le Figaro. À très vite Alexis Brézé, merci beaucoup. Monsieur Chauffour, bonjour, directeur général du Grand Palais.
Vous êtes un habitué de ces grands événements, peut-être encore plus que nous. Et je voulais vous demander ce que ça représentait pour vous d'accueillir aujourd'hui un moment d'histoire pour nous, pour célébrer ces 200 ans d'histoire du Figaro. Tout à fait. Bienvenue au Grand Palais, effectivement. C'est un lieu créé pour l'exposition universelle de 1900, lieu événementiel par excellence. Et cet anniversaire du Figaro fait partie des grands événements finalement qui marqueront l'histoire du Grand Palais. On a été fait pour des événements. Juste avant, il y avait la patinoire, ici même. Juste après, il y a un défilé Chanel. Les événements s'enchaînent les uns après les autres. C'est une jolie séquence dans laquelle on s'inscrit. C'est une jolie séquence et pour nous, effectivement, le Grand Palais vit et change à chaque fois en fonction de la scénographie, en fonction des partenaires qui viennent s'y installer. Mais avec le Figaro, c'est un peu particulier puisque c'est une histoire finalement ancienne. On avait accueilli le centenaire du groupe d'assaut en 2016, une histoire qui se prolonge finalement. Et puis ces 200 ans du Figaro, nous on a 130 ans et donc on se retrouve aussi dans certaines grandes pages de cette Dans histoire cette de France. longévité. Exactement. Je dois dire que pour avoir assisté à une partie du montage, modestement, je suis absolument émerveillée par la capacité que vous avez à mettre en musique, à réaliser ces prouesses techniques pour rendre ça possible parce que c'est une âme particulière qui nous ressemble, c'est des couleurs qui vont avec la charte graphique pour parler en langage technique du Figaro et c'est vrai que c'est assez impressionnant. À chaque fois ça change et c'est ça qui est beau avec la nef. La nef est un lieu vide, l'un des plus grands à Paris, la plus grande nef d'Europe et chaque événement se l'approprie d'une façon différente et donc effectivement on change d'une ambiance on passe d'une ambiance à une autre en fonction de nos partenaires et c'est ça qui fait la spécificité de ce Grand Palais qui a été voulu par la Troisième République pour les concours hippiques, pour les salons des artistes et finalement tous les grands salons sont nés ici, salon de l'agriculture, salon de l'automobile, salon de l'air et de l'espace, ils sont tous nés ici. Certains sont partis, certains reviennent comme le Festival du Livre et puis on a des anniversaires comme celui-ci qui nous permet effectivement de nouer un nouveau lien avec d'autres partenaires, de s'adresser aussi à un autre public. Notre intérêt c'est en tant qu'établissement public c'est de s'adresser au plus grand nombre. Quand on a un défilé Chanel, quand on a le Figaro avec un événement gratuit comme celui-ci, c'est pas exactement le même public et tant mieux. Le Grand Palais appartient à l'État, il appartient à tout le monde et tout le monde doit pouvoir venir ici. Parmi les moments qui ont compté et on y a participé avec le Figaro, je pense évidemment aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'était absolument extraordinaire de découvrir ces disciplines olympiques ici. C'était un moment unique dans l'histoire du Grand Palais. Si on a fait les travaux et si on a tenu les délais, c'était clairement grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Les travaux ont été finis juste à temps. Je vous rassure, c'est pareil pour beaucoup d'institutions publiques. Donc... Je ne me permettrai pas de me prononcer sur les autres, mais en tout cas pour nous, c'était fait. C'était un moment incroyable où le bâtiment vibrait. On n'a jamais eu autant de spectateurs au sein du Grand Palais. On l'a inscrit dans le marbre en disant que c'était un monument olympique et paralympique qui restera dans l'histoire. On avait accueilli du sport par le passé, le Tour de France, du kickboxing. On va à nouveau accueillir du kickboxing sans doute cette année. Donc ce lien avec le sport, on l'a avec le concours hippique, on l'a avec le saut Hermès. Mais effectivement, l'image des Jeux Olympiques, c'est la Marseillaise sur le toit pendant la cérémonie d'ouverture et c'est ces épreuves qui étaient ici. Qu'est-ce qui vous rend fier quand vous regardez ce lieu se transformer et puis épouser aussi d'autres réalités tout en conservant évidemment son âme d'origine? Ce qui fait le plus plaisir, c'est quand on ouvre les portes et que le public arrive, quel qu'il soit. Avec toujours cet émerveillement, la lumière change, on voit le jour, on voit le soleil se lever, le soleil se coucher, les lumières qui changent, la tonalité du bâtiment aussi, les ambiances qui sont différentes. Et effectivement, on ouvre les portes et on voit effectivement ces regards émerveillés. On l'a eu cet été, on a accueilli différents artistes, Ernesto Neto dans le cadre de la saison brésilienne. Effectivement, le public venait et découvrait la nef, découvrait les artistes. Et aujourd'hui aussi, on l'a, c'est-à-dire on vient pour l'événement et en même temps, on vient aussi pour ce monument incroyable. C'est vrai qu'il y a énormément d'invités qui nous ont confié hier soir être très émus d'être dans ce lieu pour célébrer les 200 ans du Figaro. Et on a vu beaucoup de regards émerveillés alors qu'on avait quand même affaire à des personnalités politiques du monde de la culture d'envergure, vous avez raison. Et je dois dire que tout le monde était particulièrement émerveillé d'être ici. C'est quand même un grand succès à chaque fois. Exactement, et tout le monde, et même nous, alors même qu'on travaille ici quasiment tous les... Vous continuez à être émerveillé? À chaque fois parce qu'on découvre quelque chose, parce que la lumière change et puis chaque événement se l'approprie de façon différente. Et d'avoir créé cette scène incroyable, cette autre scène, les deux scènes, c'est du jamais vu au sein du Grand Palais, c'est une prouesse sans aucun doute. Est-ce que c'est votre premier studio TV? Dites-moi que oui. Oui. Non. On a eu quelques plateaux télé, le président de la République a fait quelques plateaux télé, télé ici.
Donc voilà, mais non, c'est une prouesse de pouvoir accrocher cette structure à la nef avec les fragilités d'un monument qui a 125 ans, qui a eu 125 ans l'année dernière. Donc voilà, à chaque fois c'est un défi, à chaque fois c'est une aventure humaine aussi entre le partenaire, le Figaro, ses autres partenaires. Des équipes qui sont obligées de travailler ensemble. Nos équipes, et voilà, on se dit, on crée à chaque fois quelque chose de nouveau, on reproduit jamais, même pour des événements qui reviennent régulièrement, à chaque fois c'est une création ex nihilo. C'est un défi et c'est une aventure. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on est obligé de dire non? Non, ça c'est pas possible. Vous avez envie de faire ça, mais on va devoir mettre un petit veto pour que les choses se passent correctement et qu'on protège ce lieu unique. Il y a deux vétos. Clairement, c'est le bâtiment, le respect du bâtiment. Il est fragile, il est ancien. On il ne est dénature inscrit. pas le Grand Palais. Exactement. Et on veut le préserver. Il y a eu des travaux qui ont été faits, de campagnes de travaux. Il faut absolument pouvoir le préserver et la nef est très fragile. La deuxième chose, c'est certains événements. Notre charte nous interdit des événements politiques ou religieux pour pouvoir s'adresser encore une fois au plus grand nombre. Et donc effectivement, il y a certains événements avec lesquels on est moins à l'aise et qu'on refuse parce qu'il y a cette image du Grand Palais qui incarne la France, qui incarne l'art de vivre, la culture française au sens le plus large du terme. Ce que je souhaite aussi, est ce qu'incarne aussi le Figaro. Donc exactement, pour le coup, ce sont des valeurs qui se répondent. Pour nous, il n'y avait aucun doute quand ils nous ont sollicité. Évidemment, ça rentrait dans ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, et ça correspond à l'image du Grand Palais. Et je dois dire que c'est extrêmement réussi. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir dans un lieu aussi magique et dans d'aussi bonnes conditions. On est ravis de voir ce public se presser pour découvrir cette exposition. Un immense merci pour votre temps. Je sais que vous êtes très occupés et on va continuer notre déambulation. À très vite. Merci beaucoup. François Marcadet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de cette société, Marcadet, Exactement. qui finalement met tout ça en musique. C'est un sacré boulot. Je vous ai vu au charbon, comme on dit, depuis des jours, ne pas vous arrêter pour que tout soit possible et tout fonctionne si bien. Alors pas tant que ça, des jours, puisqu'on a commencé à installer tout ça il y a 2 jours et demi. On est rentré dans le Grand Palais samedi soir à minuit. Incroyable. Et donc en 2 heures, voilà. On est, je ne sais pas si c'est intéressant, il y a à peu près 400 personnes qui ont travaillé sur l'installation pendant 48 heures. Parce que ce que nous expliquait le directeur du Grand Palais, c'est que le lieu vivait avant avec une patinoire, va continuer à vivre demain avec le défilé Chanel. Donc finalement, c'est du montage extrêmement efficace, extrêmement rapide qu'il faut mettre en place. Alors ça n'arrête jamais et c'est amusant parce que nous, on fait toujours un état des lieux quand on arrive dans ce genre d'endroit pour voir si on va casser quelque chose ou pas. Et donc on a Vous n'avez rien cassé pour l'instant. Et on a fait l'état des lieux de la patinoire. Et puis nous, quand on va sortir, on va faire l'état des lieux de Chanel et on enchaîne comme ça. Et c'est notre boulot toute l'année, partout dans le monde, d'enchaîner des choses dans ce genre-là. C'est pas difficile de vivre comme ça, sous pression, dans le stress de la réussite de ces événements qui ont un moment donné pour commencer un événement qui lance comme hier soir, on a pu le voir avec ces personnalités qui étaient très nombreuses. Non, c'est pas difficile. D'abord, c'est notre métier. Ensuite, c'est hyper bien préparé. Là, pour le Figaro, ça fait à peu près 18 mois qu'on travaille sur le sujet. Donc, il y a beaucoup d'équipes techniques, beaucoup de gens qui préparent. Et la bonne préparation fait que, en principe, ça tourne. Après, il y a toujours des aléas. On a eu l'aléa de la neige. S'il y avait de la neige, on ne pouvait pas livrer. Donc, si on pouvait pas livrer, les camions ne pouvaient pas venir, il n'y avait pas d'événement. Hier, on a été un peu contraints par certaines manifestations qui n'étaient pas une contrainte mais qui bloquaient les accès. Donc voilà, il y a toujours un petit peu des choses amusantes dans notre métier. Mais après c'est super, l'idéal c'est que tout le monde en profite et trouve ça merveilleux. À quel moment est-ce que vous vous dites ça y est, mission accomplie, les choses fonctionnent comme prévu, tout le monde a bien bossé? Alors quand c'est terminé. Quand c'est terminé, quand on a terminé le démontage et que tout est fini et qu'on passe à autre chose. Mais il faut à chaque fois collaborer avec des équipes différentes. Là, c'est avec les équipes du Figaro qu'il a fallu collaborer. Est-ce qu'à chaque fois, c'est une musique complètement différente? Vous êtes un peu un chef d'orchestre? Alors je suis un peu un chef d'orchestre, enfin on est nombreux, mais chef d'orchestre, metteur en scène, faut faire un peu tous les métiers. Et puis bien sûr, il faut en premier être à l'écoute des clients et à l'écoute du Figaro et savoir un peu psychologue aussi parce qu'il faut comprendre ce qu'ils ont envie de raconter, comment ils ont envie de la raconter, parce que c'est pas mon événement, c'est le leur, et c'est pas mon bicentenaire, c'est le bicentenaire du Figaro, donc il faut bien comprendre leur philosophie. Et réussir à se mettre au service d'un message bien sûr, et d'un événement. Bien sûr, et là le Figaro a une volonté de faire quelque chose d'assez contemporain, de pouvoir montrer que 200 ans, c'est à la fois 200 ans d'histoire, mais aussi c'est le futur, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire
une mise en scène assez contemporaine avec ses échafaudages, tout ça. Et voilà, mais ça prend un peu de temps, de discussion, de compréhension, d'aller-retour, et voilà, c'est super. Moi, je dois dire que c'est extrêmement réussi et que j'avais peur qu'avec ces volumes immenses du Grand Palais, finalement, l'exposition soit un petit peu perdue dans ces volumes. Mais finalement, je trouve que la prouesse est réussie puisque c'est extrêmement chaleureux et tous les espaces sont très bien investis. Ça, c'est un métier aussi, hein. Alors c'est un métier de scénographe, on a des équipes, une direction artistique qui sont des scénographes, qui réfléchissent tout le temps. Là, ça paraît pas si grand que ça, mais l'exposition, elle fait 100 mètres de long, 6 mètres de haut, 350 œuvres présentées. Et alors que, en réalité, l'espace est grand, mais ça paraît pas si grand que ça non plus, quoi. Et voilà, non, c'est super. Hier, je précise que sur cette scène se produisait Fabrice Lucchini devant un parterre d'invités. Là, il faut se mettre au service et du Figaro et d'un artiste qui n'a pas l'habitude de délivrer un spectacle dans ces conditions. C'est encore un challenge supplémentaire, mais encore une fois, challenge réussi. Oui, alors Fabrice a créé un spectacle spécialement pour une série de lectures spécialement pour le bicentenaire du Figaro. Et il est arrivé ici, on avait un peu préparé avec lui la technique et tout ça. Et il disait, mais moi je sais pas faire un truc comme ça. Donc il y a eu un petit moment où il était un peu inquiet. Puis après, il a, même avec les invités hier soir, il était un peu comment ça va se passer. En plus, il y avait beaucoup de monde, il n'est pas habitué. Et puis après, il s'est emparé du truc. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'il ironise sur le fait qu'il n'était pas habitué à ce nouveau théâtre, finalement, pour lui, qu'il le challengeait, qu'il l'obligeait à être un Fabrice Lucchini peut-être plus souple que d'habitude. Mais c'était génial. Bah, c'était tellement génial qu'après, il est parti comme ça. Il a fait du Lucchini, il a fait même une demi-heure de plus que prévu. Et à la grande joie de tous les invités. Non, il faut prendre en main l'espace, il faut l'approprier, c'est pas facile. Une question aussi sur ces différents espaces. Là, on est d'accord, il y a donc la grande scène où se déroule un certain nombre de conférences, d'événements et de spectacles. Derrière les caméramans et donc devant nous, il y a le studio télé. Et puis derrière cette grande exposition, qu'est-ce que cette rotonde très impressionnante, légèrement dissimulée par des rideaux ? Alors cette rotonde, elle sert à accueillir d'autres publics le soir, puisque avec le Figaro, nous avons décidé d'organiser 3 soirées. Une soirée qui était vraiment les lecteurs, enfin tout le monde politique, tout le monde des chefs d'entreprise, etc. Ça, c'était hier soir. Hier soir. Ce soir, il y a une soirée avec tous les partenaires et tous les annonceurs, etc. Et demain soir, il y a une soirée avec tous les collaborateurs du Figaro, c'est-à-dire 2000 personnes. Et donc, on a un espace où il va se passer la même chose. Ils visitent l'expo, etc., etc. Il y a le spectacle de Fabrice Lucchini et un espace de réception qui peut accueillir 1500 personnes et voilà, et qui dans la journée est ouvert de temps en temps pour le grand public, pour un peu de restauration et tout ça. Et voilà, il faut réussir dans le même espace à faire le Rubik's Cube, de recevoir de manière privée, accueillir du grand public. Là, on accueille 50 000 personnes en 3 jours. Vous le savez, c'était sur inscription. C'est gratuit, mais c'est sur inscription. Je crois qu'il reste quelques places d'ailleurs. Très peu, mais il en reste quelques-unes. Ouais. Mais ouais, c'est un Rubik's Cube qui doit tout fonctionner. C'est quoi votre métier, Rubik's Cuber ? Ouais, c'est ça, c'est exactement. C'est Rubik's Cuber. Et puis on essaie que nos clients puissent dormir tranquilles, faire leur métier et se reposent sur nous pour que ça se passe bien, quoi. Ils dorment pas beaucoup, mais ils vous font pleinement confiance pour avoir discuté avec nos équipes également. Ils dormiront ce week-end. Ils dormiront ce week-end. Ouais. Un immense merci et merci de nous accueillir dans de si bonnes conditions. On va continuer notre déambulation. Je vous dis à tout à l'heure, on va forcément se recroiser. À très vite. Je vais retrouver Guillaume Perrault. Merci beaucoup Guillaume d'être avec nous. Vous êtes co-commissaire de cette exposition magnifique. Vous sortez tout juste de la scène principale où vous venez de nous raconter 200 ans d'histoire du Figaro, une histoire absolument géniale. Oui, absolument. J'ai eu le plaisir d'animer Parlez Mois d'Histoire et qui va être diffusé donc lundi prochain sur Figaro TV à son heure habituelle, c'est à 21h. Et j'ai eu la joie d'accueillir à la fois Charles-Éloi Vial, qui est conservateur à la Bibliothèque nationale, qui était mon interlocuteur privilégié pendant un an pour préparer cette belle exposition, puisque c'est grâce à la Bibliothèque nationale que nous avons plusieurs joyaux, notamment le manuscrit de travail de Beaumarchais du mariage de Figaro. On a découvert avec Alexis Brézé. Voilà, c'est ça, qui date de 1778, mais qui n'a été monté à Paris à la Comédie Française qu'en 1784. Et donc c'était mon premier invité. J'avais bien sûr l'autre co-commissaire Claire Blandin,
professeur des universités, Spécialiste des médias, si je dis pas de spécialiste bêtises. des médias, avec qui j'ai eu la joie de travailler pendant un an pour concevoir et préparer cette exposition. Et puis j'ai eu le plaisir d'accueillir 2 amis, Isabelle Schmitt, Oui. directrice adjointe du Figaro hors-série, qui a fait un magnifique hors-série sur l'histoire du Figaro, et Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire, qui lui a conçu un superbe livre sur le Figaro 200 ans de liberté aux éditions de La Martinière. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef des pages d'histoire du Figaro. Quand on est rédacteur en chef de l'histoire dans un journal comme le Figaro, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en musique et qui s'expliquent. Quand vous racontez cette histoire, ces 200 ans d'histoire du Figaro, ça vous émeut. Vous faites finalement partie de l'histoire du Figaro et vous nous la racontez. Voilà, je fais partie de l'histoire du Figaro, c'est vrai. Je la raconte. Alors j'essaie d'avoir un regard qui ne soit pas complaisant, de raconter la vraie histoire du Figaro sans occulter ou diminuer des épisodes qui seraient moins flatteurs que d'autres. Mais enfin, il y a aussi des titres de fierté que nous avons, auxquels il est normal de rendre hommage. C'est ce que je me suis efforcé de faire avec Claire Blandin depuis un an. Vous nous parlez de Claire Blandin, donc c'est la co-commissaire de cette exposition qu'on peut découvrir sur les 2 ailes qui entourent cette magnifique rotonde. Je précise qu'il y a quand même 300 œuvres qui sont présentées. C'est des archives, c'est des unes, c'est des documents inédits. Il y a aussi un magnifique dessin au fusain. Il y a un certain nombre d'éléments. Comment est-ce que vous les avez récupérés? Comment est-ce que vous avez négocié la présence de ces œuvres incroyables? Alors, pour les œuvres originales prêtées par les grands musées, notre premier travail en début d'année a été de les recenser et de voir celles les plus intéressantes pour l'histoire, pour éclairer l'histoire du journal, et par lesquelles pouvaient nous être prêtées par le Centre Pompidou, par la Bibliothèque nationale, par le musée d'Orsay, par la bibliothèque littéraire Jacques Doucet et encore par d'autres. Ils ont été des facilitateurs? Oui, ils ont été tous très obligeants. On a été bien reçus partout, avec beaucoup de gentillesse. Et nous avons, grâce à eux, pu obtenir dans des délais qui sont très courts du point de vue des musées. Parce que les musées, ils ont une programmation à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Donc quand on vient les voir un an avant en disant on voudrait telle ou telle pièce, est-ce que vous pouvez nous C'est prêter? un timing très serré. Un timing très serré. Ils nous ont regardé au début et ils étaient un peu perplexes, mais ils ont été très, très, très bienveillants. Quelle est la pièce que vous êtes le plus fier de pouvoir présenter dans le cadre de cette exposition avec Claire Blandin? Alors je suis partagé entre les manuscrits de Marcel Proust, puisque ce sont des manuscrits d'articles qu'il a publiés dans le Figaro avant la guerre de 14 et qui préfigurent à la recherche du temps perdu, d'autant que le premier tome de la recherche du temps perdu du côté de chez Swann, il est dédié au directeur du Figaro de l'époque, Gaston Calmette, et on peut toujours voir la dédicace aujourd'hui quand on achète le livre. Donc ça, c'est mon premier motif de fierté. Mais l'autre, ça reste quand même l'exemplaire de travail de La folle journée ou Le mariage de Figaro, puisque c'est l'exemplaire que Beaumarchais tenait lors de ses lectures publiques de la pièce. Pour obtenir l'autorisation de la jouer de Louis XVI, il a dû faire du lobbying. C'est-à-dire qu'il faisait des lectures privées de la pièce devant un auditoire choisi de membres de la haute aristocratie qui avaient leurs entrées à la cour. Et c'était un ancien horloger, il avait noté la durée de la lecture de sa pièce. Donc on sait qu'une fois, il a mis 2h29 pour lire les 5 actes de la pièce. On est vraiment dans les coulisses et on voit ses doigts, on voit la trace de ses doigts, oui, c'est assez génial. On voit la trace, ça on n'a pas pu le montrer parce qu'il fallait tenir l'objet pour assurer sa stabilité. Mais on voit la trace de la transpiration de ses mains sur le texte, tant il a à force d'être concentré et de le tenir pour le lire en privé en petit comité. C'est autant de preuves de notre histoire. Je trouve ça assez génial de pouvoir présenter ces archives et de pouvoir les redécouvrir. Est-ce que quand vous discutez avec des lecteurs, avec des admirateurs du Figaro, avec des personnalités du monde de la culture, ils connaissent bien cette histoire ou justement ils sont heureux d'en découvrir un peu plus? Tout le monde est heureux de découvrir ou redécouvrir cette histoire tant elle est riche parce que personne ne peut la connaître à 100%, même pas nous qui avons travaillé un an. Vous la connaissez quand même particulièrement bien. C'est gentil, mais pas tout. On pourrait passer une vie entière dans
tous les grands écrivains, par exemple, du 19e siècle, ont de Jules Verne à Jules Vallès, à Alphonse Daudet, à Baudelaire, à Barbé d'Aurevilly et à George Sand, ils ont tous écrit dans le Figaro. Donc Théophile Gautier, Gérard de Nerval, vous trouvez des articles de tous ces gens-là. Donc c'est une richesse extraordinaire et il y a toujours quelque chose à découvrir. Est-ce qu'en découvrant, redécouvrant pour vous ces plumes, ça vous a ému de faire partie de cette maison? Moi, je me suis rendu compte en découvrant cette exposition, en découvrant les contenus qui étaient préparés. Vous parliez de l'ouvrage préparé par Étienne de Montetti. Je pense à votre exposition, évidemment. J'ai eu beaucoup d'émotions à me rendre compte de ce qui nous avait précédé, finalement. Oui, moi aussi. Je trouve que c'est très important de se rendre compte qu'on s'inscrit dans une histoire, qu'on a la chance de travailler dans un journal bicentenaire. C'est quand même pas commun. C'est le plus ancien journal français en activité aujourd'hui et le deuxième plus ancien en Europe. Derrière Londres, Derrière le Times. Derrière le Times, qui est de la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est Une légère primeur. une légère primauté, une légère avance sur nous, en effet. Enfin, c'est quand même un grand motif de fierté. C'est important de s'inscrire dans la longue durée, de se rappeler tout ce qui nous a précédés, ce qui doit nous rendre fiers, ce qui nous oblige aussi à être à la hauteur de cet héritage, de ce patrimoine. Et comme nous, par définition, on est le nez dans le guidon, puis qu'on commente l'actualité, on est dans l'actualité du jour, eh bien cette exposition, elle est l'occasion de prendre du recul et de se souvenir de tout ce qui nous a précédés et combien nous participons à l'histoire de France, finalement. C'est un peu pompeux de dire ça comme ça, à l'histoire de la société française depuis 200 ans. C'est d'ailleurs ce qu'ont tenu à rappeler les invités qui étaient présents hier. Certains ont parlé de monument national en parlant du Figaro, d'autres ont parlé de la place incroyable qu'occupe le Figaro dans leur vie, mais aussi dans leur vie de famille et pour certains dans l'histoire de France et dans ce lien avec la démocratie. C'est quelque chose qui vous a marqué aussi en redécouvrant cette histoire du Figaro. On en parlait tout à l'heure avec Alexis Brézé, mais le Figaro s'est quand même positionné à de nombreuses reprises dans le bon sens de l'histoire. Je pense évidemment à l'affaire Dreyfus, je pense aussi à la période de l'occupation. Oui, alors pour ce qui est de l'affaire Dreyfus, le Figaro a été le premier... Je vous fais faire des petits mouvements, mais pour sûr. tout vous dire, on a quelques petits soucis de captation de l'image et du son. Donc c'est pour ça qu'on bouge beaucoup, mais c'est l'occasion pour ceux qui sont avec nous et qui nous regardent de découvrir ce lieu et de le voir sous tous ses angles. Pardon. Je vous en prie. Alors le Figaro a été le premier journal français, et à l'époque le seul, à défendre le capitaine Dreyfus lors d'une campagne de presse courageuse à l'automne 1897. C'est-à-dire le premier Dreyfusard historique, Bernard Lazare, qui était un collaborateur régulier du Figaro, a convaincu la direction de l'époque qu'il y avait erreur judiciaire et scandale et qu'il fallait faire une campagne. C'était pas commun dans les médias de l'époque, on le rappelle. Ah bien sûr, c'est un cas tout à fait isolé dans la grande presse de l'époque. Ça va valoir beaucoup de problèmes d'ailleurs à la direction du Figaro de l'époque, parce qu'ils ont une vague de désabonnement de lecteurs qui sont ulcérés par cette campagne de presse. C'était donc courageux. C'était courageux, c'est toujours courageux d'aller contre une partie de son lectorat. Et en plus, on accueille Émile Zola à l'époque qui fait 3 chroniques dans le Figaro. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que, alors, il est vrai qu'au bout d'un mois et demi, le Figaro suspend sa campagne dreyfusarde face au désabonnement, face à l'hostilité générale du milieu journalistique, et ils annoncent qu'ils vont rester neutres pour la suite de l'affaire. Et c'est pour ça que Zola, déçu, se tourne vers Clémenceau et l'Aurore. Et c'est pour ça que le fameux... Ce qui donne J'accuse. Ce qui donne J'accuse en janvier 1898. Et 48 heures plus tôt, il était encore au Figaro. 48 heures avant. Alors, c'est normal que J'accuse soit célèbre. On ne veut pas du tout diminuer la gloire. C'est un texte avec une portée absolument unique. Bien sûr. Simplement, J'accuse a fait oublier la campagne de presse du Figaro qui l'a précédée et qui l'a rendue possible. Et c'était donc normal de rendre hommage à cette campagne de presse et de la rappeler, de la ressusciter en quelque sorte. On a parlé de cette affaire Dreyfus, on peut aussi parler de cette période particulière de l'occupation où, encore une fois, le Figaro fait un choix courageux. Alors, en mai-juin 40, le Figaro se replie d'abord à Bordeaux, il suit les pouvoirs publics républicains. Ensuite, quand l'armistice est conclu, il s'installe assez vite à Lyon, en zone qu'on appelait à l'époque la zone libre, pour ne pas être sous contrôle allemand direct. Il se soumet à la censure de Vichy, néanmoins, c'est-à-dire qu'on paraît jusqu'en novembre 1942. Et la grande décision, c'est qu'en novembre 1942, quand les Allemands envahissent la zone dite libre, en réplique au débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie, là, Pierre Brisson, le directeur de l'époque, prend la décision de s'aborder le Figaro pour ne pas paraître sous le contrôle de l'occupant.
Ce qui explique que le Figaro va renaître à la Libération en août 1944, alors que tous les titres qui ont continué à paraître après novembre 1942 ont été interdits. Ils n'ont pas obtenu l'autorisation de reparaître en raison de leur choix politique face à l'occupant. On dit aussi que le Figaro s'inscrit dans une histoire moderne et vecteur d'innovation. Moi, je pense à un moment particulier, je pense à la création de la Tour Eiffel. Oui, absolument. Le Figaro qui se porte, bon, le terme de sponsor n'est peut-être pas très adapté, mais finalement qui valorise la création de ce nouvel habitant dans le ciel de Paris. Alors effectivement, le Figaro a pris position sous la plume de Gaston Calmette pour la Tour Eiffel. Il faut savoir que ça déchirait ça déchaînait les passions et ça déchirait le lectorat, parce qu'il y a des gens même de grande valeur qui étaient contre la Tour Eiffel. Des noms qu'on n'attend pas. C'est pas que des vieux grincheux qui étaient contre la Tour Eiffel. Guy de Maupassant, un de nos grands écrivains, était très hostile. Aujourd'hui, ça paraît incroyable. Est-ce qu'on sait pourquoi il y avait cette hostilité ? Il trouvait que c'était très laid et qu'il était attaché à une architecture traditionnelle qui a certains canons. Il trouvait sans doute aussi que c'était trop industriel, et que c'était pas noble. Bon, le Figaro est d'un avis différent. Il prend à rebrousse-poil une partie de son lectorat. Il soutient la Tour Eiffel. Et il la soutient tellement que quand il y a l'exposition universelle de 1889 et l'inauguration de la Tour Eiffel, il s'installe. Le Figaro s'installe dans la Tour Eiffel, ça paraît incroyable. Et on a l'habitude des grosses délocalisations. Voilà. Alors, parce qu'on n'a rien inventé en fait. Quand on se replonge dans l'histoire du Figaro, on se dit que mais toutes les grandes opérations de promotion, elles avaient déjà lieu à la Belle Époque. Et le Figaro publie des numéros spéciaux dans la Tour Eiffel en 1889, c'est absolument incroyable. C'est incroyable de se dire ça. Vous avez parlé d'un homme, Monsieur Calmette. Oui. C'était un des directeurs emblématiques du Figaro. Il a fait toute sa carrière au Figaro. Il a commencé au bas de l'échelle et puis il a monté grâce à sa valeur. Alors, il a connu une fin tragique. Il a connu une fin tragique puisque c'est lui qui est assassiné dans son bureau par Madame Caillot, l'épouse du ministre des Finances, contre qui Calmette avait engagé une campagne de presse très virulente, il faut le dire, une campagne de presse étonnamment virulente, parce que ce n'était pas dans les habitudes du journal de s'attaquer aux personnes à ce point-là, et là c'est vrai qu'il s'est un peu acharné contre Caillot, à cause de l'hostilité du Figaro à l'impôt sur le revenu, qui n'existait pas dans la France de l'époque. C'était le grand sujet politique de l'époque. La question était à sa création. Voilà. La question, Caillot, qui était président du Parti radical, qui était inspecteur des finances, qui était qui était lui-même un technocrate, voulait instituer l'impôt sur le revenu. Donc il y avait une grande hostilité du Figaro, mais il faut se resituer dans le contexte de l'époque. Tous les conservateurs, tous les libéraux et même certains radicaux étaient hostiles à cet impôt, qu'ils jugeaient injuste et dangereux, inquisitorial. Donc ça, le premier motif d'hostilité, c'est évidemment l'impôt sur le revenu. Mais il n'y a pas que ça. C'est que Calmette considérait aussi que M. Caillot allait être faible envers l'Allemagne de Guillaume II, et on est dans un climat de grande tension internationale avec des risques de guerre. Caillot était attaché à la paix, il l'avait montré précédemment par une attitude conciliante sur des questions coloniales envers l'Allemagne quelques années plus tôt. Et donc, le Figaro à l'époque craint qu'il soit faible envers Guillaume II. Donc il y a quand même ces conditions finalement qui sont réunies pour créer un climat de tension. Oui, parce qu'on est en campagne électorale, il faut le rappeler, il y avait des élections législatives en avril 1914. Le Figaro craignait une victoire des gauches, ce qui d'ailleurs aura lieu au printemps 1914. Et donc c'est dans ce climat de grande passion, et dans un domaine de la passion à ce moment-là, que Calmette, qui cherche à faire feu de tout bois contre Caillot, non seulement dit qu'il est malhonnête, qu'il est corrompu, qu'il a touché de l'argent, mais il ne se contente pas de dire ça. Il publie une correspondance privée du ministre avec sa maîtresse de l'époque, une ancienne maîtresse qui est ensuite devenue son épouse, où il dit « J'ai fait mine j'ai écrasé l'impôt sur le revenu en ayant l'air de le défendre ». En fait, il roule des mécaniques pour se faire valoir auprès de sa maîtresse, mais c'était un vieux courrier privé qui datait de 1901. Et bref, c'est une histoire assez compliquée, mais Madame Caillot, qui avait eu une liaison avec son mari à l'époque où ils étaient chacun mariés de leur côté, s'est dit, c'est la première femme. Je serai la prochaine sur la liste. Elle s'est donc munie d'un revolver et elle est allée attaquer.
Elle a pris un Browning à 6 coups. Elle est allée l'acheter chez un grand armurier du côté des Champs-Élysées. Elle a froidement fait un essai de tir au sous-sol. Elle a pris la voiture de fonction de son mari, elle a fait enlever la cocarde. Elle a dit conduisez-moi 26 rue Drouot au siège du Figaro. Elle a demandé à être reçue par le directeur du Figaro. Elle l'a attendu un peu. Le directeur du Figaro l'a reçue et elle l'a tué froidement. Elle a tiré ses 6 coups et il y en a 4 qui ont touché le malheureux directeur du Figaro. Un s'est fiché dans sa poche et 3 l'ont atteint au corps. Il est mort quelques heures plus tard. Conclusion, il peut être très dangereux d'être directeur du Figaro. Absolument. D'avoir le courage de ses opinions. Tous les directeurs du Figaro appréhendent de recevoir un jour une carte de visite signée Henriette Caillot. Il y a un farceur qui avait fait ça. C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai. Un farceur, Jean Dutour, qui est un écrivain qui a eu son heure de gloire dans les années 70. Quand Jean d'Ormesson était directeur, il s'est fait annoncer par l'huissier. Il y avait des huissiers à cette époque au Figaro. Et il a fait une farce à Jean d'Ormesson et il lui a fait transmettre une carte de visite marquée une farce horrible. Henriette Caillot. Alors, évidemment. Jean d'Ormesson qui a aussi marqué évidemment l'histoire du Figaro en étant à sa tête pendant plus de 3 ans. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, Guillaume Béraud, et félicitations pour cette sublime exposition dont vous êtes le co-commissaire avec Claire Bandin. Je vais aller retrouver notre dernier interlocuteur, vous le reconnaissez. Merci beaucoup. Marc Feuillet, directeur général du groupe Figaro. J'imagine que vous êtes très fier, très heureux, un petit peu fatigué aussi de cette séquence. Un petit peu fatigué, mais c'est exceptionnel. Ce grand palais est rempli. C'était notre pari. Il y a 60 000 personnes qui se sont inscrites. On est au maximum des capacités de ce grand palais. La jauge est remplie. La jauge est remplie. Et puis je crois surtout que le public est heureux à la fois de découvrir, d'écouter ces grands débats, mais aussi de voir ce qu'est un journal. Oui, parce qu'on leur ouvre finalement une partie des coulisses. On voit le studio télé juste là, avec les gens qui travaillent. Le studio télé, ils regardent une régie, ils vous regardent vous-même travailler, et ils découvrent évidemment qu'un média maintenant, c'est un média total, mais tout ça s'enracine dans l'histoire, et puis cette exposition qui est vraiment formidable, et qui peut-être leur fait pénétrer aussi l'intimité d'un journal, sa vie, ce qu'est le journalisme aussi. Donc, moi, je trouve ça très précieux de pouvoir se replonger dans ces 200 ans d'histoire. Ça nous dit quelque chose de la maison dans laquelle on travaille, et pour ceux qui nous lisent, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, ça les informe sur ce qu'on est, sur cette longévité et sur cette marque de confiance. Vous êtes fiers aujourd'hui pour incarner une marque qui inspire la confiance. Oui, très, très fiers. Et d'ailleurs, tous les collaborateurs, toute la rédaction est vraiment heureuse et fière de cet événement. Ça montre qu'un média qui se transforme, qui évolue, réussit. Il faut évidemment traverser les siècles, et je pense que les visiteurs, les lecteurs vont trouver à travers tout notre travail, toute l'exposition, un peu les raisons de la longévité du Figaro. Et puis c'est un formidable aussi message d'espoir pour le journalisme professionnel. On en avait besoin. Voilà, vous savez que au moment où il y a des influenceurs, des IA, où évidemment notre métier est bousculé, c'est particulièrement important. On a besoin cette de se réancrer. Cette exposition nous aide aussi à projeter ce message, et le public est au rendez-vous. Le public est au rendez-vous, le public est absolument ravi, il nous l'a confié, de justement pouvoir rencontrer aussi certaines plumes du Figaro qu'ils admirent, qu'ils lisent tous les jours. C'est vrai que c'est une opportunité unique de les découvrir. Oui, c'est vrai. Alors, souvent, les médias ont un reproche d'arrogance et de surplomb. Et notamment quand c'est des médias écrits, il y a des grands papiers, il y a des éditoriaux, des reportages. On a l'impression, évidemment, que les journalistes sont loin. Voilà. Mais chez nous, ils sont tout près. Et chez nous, ils sont tout près, voilà. Et le fait de pouvoir déambuler avec vous et avec d'autres membres de la rédaction du Figaro, ça montre comment on travaille, et ça donne cette impression de proximité, donc de chaleur. Et je crois que nos lecteurs aiment voir aussi le dessous des cartes. Oui. Et ça, c'est précieux aussi pour nous de nous rapprocher encore plus de nos lecteurs. On parlait de confiance, de liberté, de transparence. C'est des valeurs qui s'incarnent aujourd'hui dans notre présence ici au Grand Palais pour célébrer ces 200 ans. Hier, les personnalités étaient nombreuses. Elles étaient issues du monde politique, du monde de la culture, du monde des affaires. Et elles nous ont toutes dit leur amour sincère pour le Figaro. Ça vous a touché ? Oui, beaucoup. Cette marque de confiance pour nous, à la fois du milieu politique, du milieu des affaires, de nos clients, de nos relations des milieux artistiques, nous touche beaucoup.
Ça montre aussi l'importance aussi de ces médias pour ces publics. La soirée d'hier était magnifique, je dois dire très réussie. On a encore une soirée ce soir, privée évidemment, malheureusement on ne peut pas accueillir tout le monde. Et puis demain, une soirée pour tous nos collaborateurs, ça va être la fête. On a hâte. Du Figaro. Ça va être parce que ce moment leur est aussi dédié évidemment. Je vois derrière moi ce kiosque qui célèbre le papier Oui. et avec tous ces visiteurs qui se pressent pour s'acheter un morceau du Figaro, un morceau de l'histoire. On n'arrête pas de dire oui, le papier c'est fini, c'est compliqué, il faut aller sur le numérique. Ce qu'on a fait, cette transition numérique, on l'a embrassée avec beaucoup de courage. On est aussi allé sur ce média maintenant que vous connaissez, le Figaro TV, mais vous êtes fiers de voir qu'il y a toujours cet attachement au papier quand on pense Ça au me fait Figaro. évidemment plaisir parce que le journal imprimé, les magazines imprimés, c'est aussi la marque de cette confiance qu'on cherche à avoir. On n'est pas là pour décider les formats dans lesquels les lecteurs veulent lire le Figaro. En réalité, je devrais dire veulent lire, écouter ou voir le Figaro. Voilà. Mais on peut tout aussi bien acheter le journal dans ce kiosque Puis écouter un excellent podcast. vous entendre sur Figaro TV, écouter un podcast, tout ça c'est naturel, mais c'est à nous de nous adapter et de proposer à nos lecteurs tous ces usages. Mais je me réjouis de voir. On a fait beaucoup de hors-série, Oui. un beau livre, des produits dérivés, on trouve même des casquettes, des stylos. Carandache qui a été un grand dessinateur Oui. du Figaro, qui est toujours une maison qui produit des stylos, des crayons. Et on a un crayon Carandache, 200 ans d'anniversaire. Donc on cherche aussi à donner des produits dérivés qui font vivre notre marque au-delà même du journal. Je suis sûre qu'ils seront nombreux, les visiteurs, à s'en procurer pour s'offrir un petit bout de cette grande histoire du Figaro. Parmi les moments qui vont suivre, il y a énormément de conférences, d'animations, Oui. de nos émissions télé qui sont ici jouées en direct et bien sûr rediffusées à la télévision et sur le site internet. Il y a des moments que vous attendez particulièrement. Là, j'ai écouté aujourd'hui les 200 ans d'histoire du Figaro, Oui. animé par Guillaume Perrault entre autres. C'est vrai que c'est passionnant de se replonger dans cette passionnant. histoire. Ouais, ce qui me fait plaisir, c'est que toutes ces conférences sont pleines. Il y avait ce matin... C'est vrai qu'il y a même des gens debout. Oui, il y avait ce matin à 9h30 pour une conférence de Madame Figaro sur l'histoire de la mode. La salle était comble. Ça me fait plaisir parce que ça veut dire que chacun peut trouver un moment pour assister à un thème, un approfondissement. Alors il y a des débats. Il y a, je crois, une conférence de rédaction demain. Oui, ça va Alors, être demain, génial. c'est un jour particulier. C'est un grand jour demain, une Euh, conférence de rédaction telle qu'elle est menée Conférence chez de nous. Hein. rédaction telle que les menée. Donc là, on va aller derrière le dessous des cartes pour voir comment on travaille. Encore une fois, de la transparence, de la confiance et nos coulisses. Elle est plus particulièrement dédiée aux scolaires, aux universitaires. Donc à la fois pour les scolaires et pour les écoles de journalistes, donc les scolaires évidemment pour un peu quand même de l'histoire, et il y aura des débats sur le métier de reporter, le métier de photographe, le grand reportage. On espère créer des vocations de On ce va métier créer des absolument vocations. magnifique. C'est un métier passionnant, un métier difficile, mais c'est un métier passionnant. Et je crois que les jeunes aiment aussi voir ces métiers de passion aussi, parce que je crois qu'ils sont attirés par ça. On est en effet des grands passionnés. Je voulais vous parler de quelque chose puisqu'hier, en discutant avec Gérald Darmanin, il m'a dit « Moi, ce que j'aime et ce par quoi je commence, c'est les pages gastronomie. » Ensuite, j'ai discuté avec d'autres politiques qui m'ont dit « Ah bah non, mais moi, c'est les sudoku. Ah non, mais moi, c'est les mots fléchés. Je vous assure, je commence par là. » Bon, beaucoup m'ont dit les pages saumon, hein, vous vous en doutez. D'autres m'ont dit qu'ils suivaient évidemment la chronique politique avec beaucoup d'attention. Mais ce que j'ai retenu, c'est que chacun y trouvait son compte. Chacun y trouve son compte. Le Figaro, c'est probablement le journal qui est le plus généreux dans son offre, le plus ouvert. Il y a la politique, bien sûr, il y a les idées, les débats. Le président de la République a dit qu'il commençait par la rubrique débat-opinion Tout à fait. quand il lisait le Figaro, et il disait très justement d'ailleurs que chaque lecteur a sa manière de lire les journaux et adapté à chacun des journaux. Mais ce qui caractérise le Figaro, c'est cette générosité. Les lecteurs du week-end commencent certainement par Madame Figaro, le Figaro Magazine, avant de lire le Et quotidien. cet art de vivre qui est quand même très présent et qu'on Très cultive avec important. beaucoup d'élégance. Toujours se souvenir que Villemessant, avant de reprendre le Figaro, était un éditeur de journaux de mode.
et que l'art de vivre a toujours été au centre du Figaro. Donc la gastronomie, ça ne m'étonne pas, mais on pourrait Donc à la dire jeunesse du aussi- Figaro, il y a ce monde littéraire, il y a ce monde de la culture, il y a cet art de vivre, la mode qui est présente. que symbolise un peu le Grand Palais. Oui, Parce que le Grand Palais, ça résonne avec le Figaro, la culture, la littérature, bien sûr, les grands écrivains, mais la mode, la gastronomie et même le sport. Et on est très fiers d'être ici. Un immense merci Marc Merci Feuillet beaucoup. de nous avoir accordé quelques précieuses minutes et on a hâte de continuer à célébrer ces moments d'exception avec vous au cœur du Grand Palais. Les choses continuent évidemment sur le Figaro TV, sur le site internet et bien sûr dans le journal. Venez nombreux au Grand Palais, il reste quelques places, alors inscrivez-vous vite et on a hâte de vous rencontrer. À demain.